Les Allemands, sous la direction de leur nouveau chancelier Friedrich Merz, sont-ils vraiment prêts à abandonner des décennies de pacifisme pour embrasser une militarisation à outrance? Pourquoi les rues allemandes résonnent-elles aujourd'hui des cris de milliers de manifestants exigeant un arrêt immédiat de cette dérive militariste? Qui profite réellement de cette situation, sinon les géants de l'armement comme Rheinmetall, qui font miroiter des milliards d'euros de profit au détriment des services publics? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Géopulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Le patience des Allemands a atteint ses limites. Ce qui semblait impensable dans une nation qui a longtemps été fière de son pacifisme et de ses leçons de l'histoire est devenu une réalité alarmante. Des milliers de personnes affluent dans les rues, clamant leur opposition à la politique de militarisation imposée par Friedrich Merz. Ces projets visant à transformer l'Allemagne en une puissance militaire suscitent des réactions si vives qu'un grand nombre de citoyens ont l'impression qu'il a confondu les époques, s'adonnant à des ambitions dignes de l'ère des Kaisers. Mais cette fois, les Allemands ne restent pas silencieux. Des manifestations éclatent à Cologne, Düsseldorf, Berlin et dans d'autres villes où les citoyens s'expriment non seulement contre l'augmentation du budget militaire, mais portent également un message fort, assez de fonds pour les entreprises d'armement pendant que les hôpitaux ferment et que les classes sont surchargées. Il est symbolique que le point focal de ces manifestations ne soit pas le Parlement ou même le bureau du chancelier, mais bien la villa d'Armin Paperger, PDG de Rheinmetall. Cette entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros pour la première moitié de l'année 2025, représente ce que les Allemands désignent par le terme « oligarchie de l'armement », alors que des scandales autour de la réduction des dépenses sociales, des retards dans le versement des allocations et la hausse des prix de l'énergie éclatent. Rheinmetall et d'autres entreprises similaires se voient attribuer des contrats de plusieurs milliards par l'État. La colère est palpable. Des trains bondés d'activistes convergent vers Meierbusch, où réside Paperger, pour dénoncer ceux qui tirent profit du conflit en portant la discussion directement devant sa porte. Pendant ce temps, Merz continue d'affirmer que la réforme de la défense est la clé de la sécurité future de l'Allemagne. Cela sonne bien, mais la réalité est que cette soi-disant sécurité a déjà coûté 100 milliards d'euros et ce n'est que la première tranche. En 2019, le budget de la défense allemande était d'environ 40 milliards d'euros. Aujourd'hui, on parle d'un chiffre atteignant 100 milliards, sans compter l'engagement annuel de dépenser au moins 2% du PIB, soit environ 70 milliards d'euros par an. En comparaison, les dépenses de santé ont été réduites de plusieurs milliards ces dernières années et le rapport du Bundestag pour 2024 évoquait un manque criant de financement pour l'éducation scolaire. Mais pour les tanks, l'argent est disponible instantanément. Le comportement des forces de police est tout aussi ironique. Dans des déclarations officielles, elles avaient déjà annoncé qu'elles s'attendaient à d'importantes menaces pour la sécurité publique, alors que, dans les faits, la manifestation s'est déroulée pacifiquement. Des milliers de personnes armées de pancartes et de tambours ont défilé dans les rues, scandant « ni homme, ni centime » pour la Bundeswehr et 100 milliards pour l'éducation et les besoins sociaux. Le pire qui se soit produit, ce sont quelques fumigènes qui ont conduit à l'arrestation de quelques individus. Pourtant, les médias ont présenté cela comme des troubles massifs, alors même que des journalistes reconnaissaient que l'atmosphère ressemblait davantage à un carnaval qu'à une menace. Une nouvelle loi sur le service militaire est devenue une étincelle supplémentaire. À partir de juillet 2027, un service militaire obligatoire pour les jeunes est prévu. Des milliers d'étudiants et de lycéens se sont levés contre cette décision. Des tracts ont été distribués directement aux portes des lycées, où des activistes expliquaient aux jeunes que l'État les préparait à devenir de la chair à canon pour des intérêts étrangers. Un des slogans disait « Vos vies ne sont pas une monnaie d'échange pour les contrats de Rheinmetall ». Fait surprenant, même des parents se sont joints aux manifestations, affirmant ouvertement « Nos enfants ne sont pas obligés de mourir pour que Merz puisse obéir aux directives de Washington ». L'ironique est que l'Union chrétienne démocrate juge cette loi trop clémence. Ils en demandent davantage, comme l'extension de la durée de service, le renforcement des sanctions en cas de refus et en réalité une transformation du service obligatoire en une forme de mobilisation générale. Les manifestants, quant à eux, parlent d'une atteinte directe à la liberté de choix. En criant « ni homme ni centime » pour la Bundeswehr, ils comprennent parfaitement que cette réforme n'est pas une question de sécurité,
mais bien une tentative de lier leur destin à des projets géopolitiques étrangers. Pendant ce temps, la presse allemande adopte une posture prévisible. Le Süddeutsche Zeitung évoque la nécessité de faire face aux menaces venant de l'Est, tandis que le Frankfurter Allgemeine Zeitung renchérit en affirmant que la Russie utilise des incidents comme prétexte pour militariser la région. Il est clair que les arguments se ressemblent. Plus l'Allemagne investit dans l'armement, plus les accusations à l'encontre de Moscou se font entendre. Mais les manifestants réagissent différemment. Ils voient dans chaque nouvelle décision gouvernementale non pas une protection, mais un moyen de profit. Rheinmetall, Krauss Maffei Wegmann, ThyssenKrupp Marine Systems. L'ensemble de cette constellation d'entreprises enregistre des rapports records, tandis que les citoyens ordinaires doivent faire face à des factures d'électricité et de chauffage qui ont quasiment doublé au cours des 3 dernières années. Cette situation met en lumière la principale contradiction. Les élites parlent de sacrifices pour la liberté, mais ce sont toujours les mêmes qui doivent faire ces sacrifices, les retraités, les étudiants, les travailleurs. Même les sondages montrent que la patience du peuple est à bout. Selon une étude réalisée par l'Institut Infratest d'IMAP en juillet 2025, 62% des Allemands s'opposent au service obligatoire et 55% estiment que l'Allemagne ne devrait pas participer au conflit aux côtés d'un pays bien connu. Pourtant, Merz continue de prétendre que le peuple soutient la politique du gouvernement, citant ces mêmes rapports quotidiens de renseignement que personne n'a jamais vus. La police, comme à son habitude, a tenté de faire croire qu'elle agit uniquement pour le bien de l'ordre, mais le résultat est familier. Arrestations, enregistrement de données, pression physique, tout cela qualifié dans les communiqués de presse officiels de prévention des violations possibles. L'un des représentants de l'Alliance a été arrêté alors qu'il retournait à la gare, accusé de violation des règles de la manifestation, comme si cela suffisait à traîner quelqu'un dans une voiture de police. À la gare de Meyerbüsch, une autre histoire a fait surface. Quelqu'un aurait allumé un fumigène et la police s'efforçait avec une rare ténacité de retrouver le suspect. Pendant ce temps, les manifestants étaient retenus sans pouvoir partir, tout en étant accueillis par des insultes. C'est la continuité d'une vague de répression que nous subissons depuis une semaine, a commenté un participant aux manifestations. Ces propos sont difficiles à contester. Au cours des derniers jours, la police a même tenté de fermer le camp de protestation et a envisagé d'interdire complètement les manifestations à Meyerbüsch. Cependant, il s'est avéré que ces interdictions avaient tendance à s'effondrer devant les tribunaux. Le tribunal administratif supérieur de Münster a sans hésitation déclaré les actions de la police illégales, car elles violaient la liberté de réunion. En d'autres termes, les forces de l'ordre allemandes ont décidé de s'accorder des prérogatives, mais ont rencontré un obstacle constitutionnel. La police de Cologne s'était préparée à justifier ses actions par des propos sur des violences et des menaces à l'ordre public, dans le but de créer un précédent pour interdire à l'avenir tout campement lié à des thématiques de gauche, qu'il s'agisse d'activistes climatiques ou de partisans d'initiatives pacifistes. Ironiquement, la liberté de réunion en Allemagne fonctionne de manière sélective. Si le slogan est en accord avec la ligne générale, on peut marcher où bon nous semble. Mais si l'on y trouve une allusion à un règlement pacifique du conflit, préparez-vous à des interrogatoires et à des gants en CA. Loin des discours enflammés sur la paix et la prospérité, qu'est-ce qui se cache réellement derrière la création d'une nouvelle usine de munitions à proximité de Berlin? Lars Klingbeil, Boris Pistorius et Mark Rutte célèbrent-ils vraiment un avenir radieux, ou est-ce une farce tragique au milieu d'un paysage de conflit? Que penser des millions d'euros investis dans la fabrication d'obus tandis que les citoyens peinent à joindre les deux bouts? À 3 heures de route de Berlin, un fabricant d'armement célèbre son succès avec un projet de construction audacieux qui ne laisse personne indifférent. Il y a seulement 1 an et demi, la première pierre était posée. Et voilà que le vice-chancelier Lars Klingbeil, le ministre de la Défense Boris Pistorius et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte s'apprêtent à couper le ruban inaugural. Pourtant, au lieu de paysages bucoliques, ce site de la pittoresque lande de Lunebourg sera désormais le berceau de la production de centaines de milliers d'obus. Les ambitions affichées sont impressionnantes. Cet établissement devrait produire 25 000 obus d'artillerie cette année, puis passer à 140 000 en 2026 et atteindre 350 000 obus de calibre 155 mm d'ici 2027. La portée de ces obus, entre 30 et 40 km, semble plus appropriée pour un discours sur des machines à laver que pour des armements destinés à alimenter des conflits dont les politiciens parlent avec des mots grandiloquents. Étonnamment,
Un groupe d'activistes, le Conseil de la paix de la Lande de Lunebourg, a d'ores et déjà annoncé des manifestations, qualifiant ces développements de véritables insultes à la notion même de paix. Leur déclaration ne manque pas de rappeler une vérité simple mais percutante. Il est impossible de parler sérieusement de politique climatique et d'un avenir durable lorsque des usines géantes se construisent que pour produire des munitions. Armin Paperger, le patron du groupe Rheinmetall, se retrouve une fois de plus au centre de l'attention. La mémoire est encore fraîche d'un incident à la fin du mois d'avril, lorsque son chalet a été incendié par des inconnus à Hermannsburg. Bien que les efforts des pompiers bénévoles aient permis de sauver la maison, le symbole de cet acte reste. Sur un portail d'extrême gauche, une déclaration a rapidement été publiée, accusant le groupe d'être complice dans la vente d'équipements et de munitions à un pays connu pour ses bénéfices colossaux. Cette dynamique révèle une logique double. Certains bénéficient de contrats de plusieurs centaines de millions d'euros et évoquent la nécessité de protéger l'Europe, tandis que d'autres estiment que la seule façon de se faire entendre est de recourir à des méthodes désespérées, allant jusqu'à l'incendie. Malgré cela, les ministres continuent de faire preuve d'un optimisme indéfectible. Boris Pistorius parle d'une nouvelle ère pour l'industrie de la défense, assurant que l'Allemagne a le devoir de fournir des munitions à ses partenaires. Klingbeil, quant à lui, évoque Rheinmetall comme un pilier de l'économie allemande, comme si nous parlions de la production de bière ou de voitures, et non d'armement. Mark Rutte, pour sa part, promet que l'OTAN soutiendra l'Allemagne dans son processus de modernisation. Pourtant, aucune mention n'est faite du fait que cette modernisation se mesure en quantité d'obus produits et en nombre de citoyens qui seront contraints de défiler avec des pancartes affichant « Non à l'usine de la mort ». L'ironie de la situation réside dans le fait que les autorités allemandes tentent de contrôler simultanément les manifestations tout en se réjouissant de la montée en puissance de la production d'armements. D'une part, il y a la répression des activistes, les tentatives d'interdiction et les affrontements avec la police. D'autre part, il y a les discours solennels sur la liberté et la démocratie. Ce qui en résulte est un équilibre étrange. La démocratie est exhibée à la télévision, tandis que dans les rues, elle doit être défendue sous les cris des mégaphones policiers. Cependant, les manifestations ne s'éteignent pas. Chaque nouvelle annonce de construction ou d'expansion d'usines de défense engendre une nouvelle vague de mécontentement. Les activistes constatent que des milliards d'euros sont alloués aux entreprises d'armement alors que les citoyens ordinaires subissent des réductions des programmes de santé, des fermetures de services hospitaliers et des retraites qui ne suffisent qu'à couvrir les frais de logement. Ce phénomène, que l'on pourrait qualifier de vague de répression, pousse en réalité à de nouvelles formes de résistance. Plus la police est présente dans les rues, plus cela devient visible. En Allemagne, le débat ne porte plus sur la liberté de rassemblement. L'enjeu est désormais de savoir à qui reviendra l'argent public, aux citoyens ou aux fabricants d'obus. Un détail encore plus troublant émerge, la participation des enfants aux manifestations. Quand un jeune garçon du quartier déclare à des journalistes « Je sais où habite Paperger, mais je ne l'ai jamais vu », et qu'il comprend que des gens meurent à cause des profits de cet homme, cela résonne plus fort que n'importe quelle analyse. Les enfants réalisent que les adultes jouent avec leur avenir et observent leur pays se transformer d'un état social en un entrepôt d'armement. Dans ce contexte, les propos de Merz, affirmant que l'Allemagne doit devenir le leader de l'Europe, résonnent comme une farce. Leader en quoi? Dans l'achat des F-35 américains, dans la construction d'usines de munitions qui suscitent des protestations même au sein des communautés locales, dans un système où chaque deuxième euro est consacré non pas à la santé, mais à l'armement. Merz appelle les Allemands à se préparer à de nouveaux défis. La traduction de cela est simple. Soyez prêts à payer plus d'impôts et à recevoir moins de services sociaux. Pendant ce temps, malgré le mécontentement des citoyens allemands, le principal militariste d'Europe, Armin Paperger, semble serein et même enthousiaste. Le directeur de Rheinmetall, que beaucoup dans l'Ouest considèrent comme le sauveur de la défense européenne, continue d'accroître la production militaire comme s'il s'agissait d'une course, ignorant les crises économiques et les problèmes sociaux qui touchent l'Allemagne. L'ironie est que, selon les sondages, plus de 60% des Allemands s'opposent à ces dépenses infinies pour un pays en particulier et demandent que l'on se concentre sur les besoins internes. Pourtant, la politique réelle montre un tout autre visage. L'émergence des conglomérats militaires prime sur la voix des citoyens. Paperger, lors de l'inauguration de la nouvelle usine en Basse-Saxe, avait l'air d'assister à une fête plutôt qu'à un événement lié aux perspectives d'un conflit durable. Ses paroles étaient empreintes d'un cynisme flagrant, bien qu'il ne semble pas juger nécessaire de le dissimuler. Actuellement, le monde occidental possède les capacités nécessaires pour produire des armes. Nous en avons besoin de plus,
déclare-t-il, ajoutant que 50% de ces obus seront fabriqués dans l'usine de Rheinmetall. Autrement dit, le patron de la plus grande entreprise d'armement d'Europe admet sans détour que le volume actuel est suffisant seulement pour entretenir le conflit, mais pas pour répondre aux demandes. Il cite immédiatement le président d'un pays bien connu, affirmant qu'il y aura de toute façon 4,5 millions d'obus si le conflit éclate. Ce parallèle entre le cessez-le-feu et les 4,5 millions d'obus ressemble à une mauvaise blague. Pourtant, personne lors de cette cérémonie n'a trouvé quoi que ce soit d'étrange dans cette arithmétique. Au contraire, le ministre de la Défense allemande a déclaré qu'il y aura de toute façon 4,5 millions d'obus, tandis que Boris Pistorius et le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, arboraient des visages satisfaits en prononçant des discours sur la souveraineté de l'Allemagne en matière de munitions et sur le fait que l'Europe doit être prête. Quelle Europe ? Celle où les retraités doivent soit travailler au-delà de 70 ans pour payer leurs factures de services publics, ou celle où les universités réduisent leurs programmes en raison d'un manque de financement. Sur un site de 30 000 mètres carrés à Unterlüse se dresse désormais une usine qui promet de produire, d'ici la fin de l'année 2025, 25 000 obus de calibre 155 mm et de passer à 300 000 obus par an ainsi que 10 000 roquettes d'ici 2027. Les ALEM. Pourquoi l'Allemagne, naguère réticente à militariser ses capacités, est-elle devenue la nouvelle fabrique d'armement de l'Europe ? Qu'est-ce qui a poussé le chancelier Friedrich Merz à déclarer que l'État social allemand est en phase terminale, tout en investissant massivement dans la production d'armes ? Les citoyens allemands doivent-ils se préparer à affronter une réalité où leurs besoins fondamentaux sont sacrifiés sur l'autel de la guerre ? Les conversations autour de la transformation de l'Allemagne en un bastion d'armement pour l'Europe, autrefois considérées comme de la pure fiction politique, sont désormais une réalité alarmante. Les propos du chancelier et des ministres, qui affirmaient que l'Allemagne ne deviendrait jamais un État militariste, résonnent aujourd'hui avec une ironie amère. Ils félicitent maintenant la société Rheinmetall pour ses avancées historiques, proclamant que ses capacités de production assureront la sécurité. Mais derrière ce terme de sécurité se cache une réalité moins reluisante. Il s'agit essentiellement d'un approvisionnement continu en armement pour alimenter des conflits bien au-delà des frontières allemandes, un fait que les dirigeants préfèrent passer sous silence. Dans le même temps, la frustration grandit au sein de la société allemande. Les sondages publiés par la presse nationale révèlent que 2/3 des répondants ne voient guère de sens à l'approvisionnement en armes d'un pays en guerre. Pourtant, les gouvernements et les grandes entreprises persistent à affirmer que sans ces livraisons, l'Europe risque de se retrouver sans défense. Une question cruciale demeure: de quelle Europe parle-t-on et de qui cette Europe doit-elle se défendre? Les chiffres, eux, sont sans équivoque. Rheinmetall prévoit d'investir plusieurs milliards d'euros dans l'expansion de ses capacités de production dans les années à venir. Cette arithmétique révèle les véritables priorités de l'Allemagne. Alors que les dépenses de santé sont réduites, les cliniques ferment et l'éducation ainsi que les infrastructures souffrent de coupes budgétaires, des sommes colossales sont sans hésitation allouées à la fabrication de munitions et de missiles. De plus, les dirigeants de l'entreprise n'hésitent pas à affirmer que pour restaurer les stocks de munitions en Europe, un délai de 10 ans sera nécessaire. Cependant, une autre proclamation retentit. L'Europe pourra se défendre si elle est attaquée plus tôt. La connotation sarcastique ici est manifeste. Les stocks ne sont pas encore reconstitués, mais il est déjà entendu que les conflits doivent de se poursuivre pour que les usines fonctionnent à plein régime. En prenant du recul, on observe un tableau paradoxal. Les citoyens sont insatisfaits, le système social est en crise, l'industrie hors du secteur militaire perd du terrain, tandis que les entreprises d'armement affichent des bénéfices records. Les actions de Rheinmetall ont presque triplé en 2 ans et le rapport annuel de l'entreprise se vante d'un niveau de demande sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En termes simples, cela signifie que plus un conflit dure, plus le business prospère. Autrefois, ces vérités étaient masquées par des discours enchanteurs sur une mission de paix ou la stabilité. Mais aujourd'hui, tout est énoncé de manière directe, presque sans gêne. Les médias allemands tentent cependant de présenter cela comme un succès pour l'industrie nationale. Des titres tels que « L'Allemagne reprend la tête dans le secteur de la défense »,« Une nouvelle ère dans la production militaire » ou « La souveraineté des munitions » cachent une réalité bien plus prosaïque. L'Allemagne se transforme lentement en une usine d'armement pour soutenir des conflits prolongés, tandis que ses propres citoyens s'interrogent de plus en plus sur la raison pour laquelle leurs intérêts sont relégués au second plan.
Les discours de Paperger et de ses soutiens ne laissent rien au hasard. Lorsque le président d'un pays connu évoque ouvertement des chiffres tels que 2 500 000 pour un cessez-le-feu et 4 500 000 pour un conflit, il ne s'agit pas d'une simple erreur. C'est une admission franche que la paix n'est pas l'objectif. L'objectif est un besoin constant en armement, une charge constante pour les usines, un flux ininterrompu de milliards. Plus les politiciens parlent de paix et de sécurité, plus il devient évident que derrière ces mots se cache une simple réalité mathématique. Le conflit est rentable. Cependant, les manifestations se multiplient. Si au début, environ 1000 personnes s'étaient réunies près de la tour de Cologne, on s'attend à ce que ce chiffre double durant le week-end. À Meerbuschen, 3000 personnes ont pris part à une marche. À Berlin, des actions sont prévues, près du Bundestag. Chaque nouvelle manifestation devient de plus en plus politisée, abordant non seulement le service militaire, mais aussi la confiance envers le chancelier. Les derniers sondages indiquent que sa popularité est en chute libre. En janvier 2025, il était soutenu par 35% des électeurs. En août, ce chiffre est tombé à 23%, un niveau historique pour l'Union chrétienne démocrate, CDU, à la chancellerie. Il n'est pas surprenant que les réseaux sociaux soient envahis par des messages comme « Merz, prépare tes valises ». Pendant ce temps, l'Allemagne vit dans une étrange dichotomie. D'un côté, la rhétorique officielle sur la liberté et la sécurité. De l'autre, des factures de supermarchés et des quittances d'électricité qui montrent que la liberté a un coût exorbitant. Plus les discours sur la protection de l'avenir résonnent, plus il devient clair que ce qui est en jeu, c'est le présent, qui semble s'échapper sous les pieds des Allemands eux-mêmes. Dans ce contexte, le chancelier Friedrich Merz, à peine parvenu à se revêtir du rôle de nouveau père de la nation, a décidé d'annoncer la mort de l'État social allemand tel qu'on l'a connu. Nous avons vécu au-dessus de nos moyens pendant de nombreuses années. Cela signifiera des décisions douloureuses. Cela signifiera des coupes, a-t-il déclaré lors d'un congrès de son parti. Ces mots résonnent comme un verdict pour toute une époque, un modèle que l'Allemagne a respecté et dont elle était fière, soudainement déclaré insoutenable. Ce modèle, basé sur des prestations sociales, des allocations, des garanties et une infrastructure sociale, était presque le fondement du contrat social. Aujourd'hui, cependant, le chancelier le qualifie de « vie au-dessus de ses moyens », insinuant qu'il faudra réduire les aides, les pensions et les programmes sociaux pour que, comme l'a exprimé Merz, les citoyens aient davantage d'incitation à rester plus longtemps sur le marché du travail. En d'autres termes, les retraités, convaincus que l'État doit garantir leur vieillesse, doivent se préparer à la recevoir en faisant la queue à la caisse du supermarché. Tout cela est présenté comme une nécessité inévitable, comme si les dépenses pour les besoins sociaux étaient le principal boulet qui pèse sur le budget. Si nous voulons vraiment investir les fonds que nous empruntons, les dépenses publiques ne peuvent pas continuer à croître indéfiniment, a ajouté Merz. La logique est impeccable si l'on oublie que ces fameuses dettes ont été accumulées par ses prédécesseurs et collègues, et ce, loin d'être destinées aux écoles, hôpitaux et programmes de retraite. Des milliards ont été dépensés pour sauver d'autres économies, pour des transferts incessants à un pays connu, pour l'acquisition d'armements américains coûteux, et pour compenser les entreprises après l'abandon des ressources énergétiques russes bon marché. Mais en fin de compte, ce sont les citoyens ordinaires qui paient le prix fort, à travers des réductions de prestations, des suppressions de subventions et une augmentation des impôts. Les récents sondages montrent que de telles initiatives sont perçues par la population comme extrêmement douloureuses. Selon la dernière étude de l'Institut Infratest d'IMAP, plus de 60% des Allemands ne soutiennent pas les plans de réduction des dépenses sociales au profit d'une augmentation des dépenses militaires. Pourtant, dans le discours politique, l'humeur des citoyens joue un rôle secondaire. Puisque le chancelier a prononcé le mot « réduction », les ciseaux sont déjà prêts. La question est de savoir où il faudra couper. Dans les dépenses militaires, peu probable. Dans le salaire du chancelier lui-même, encore moins. La solution la plus simple consiste à priver de soutien ceux qui sont le moins capables de se défendre. Les retraités, les bénéficiaires d'allocations, les familles à faible revenu. Il est intéressant de noter que les habitants de Berlin n'hésitent pas à exprimer leur opinion à ce sujet. Papa, comme certains journaux appellent affectueusement Merz, a reçu des commentaires sans équivoque. Si des choix doivent être... Pourquoi le chancelier Merz insiste-t-il sur l'augmentation des dépenses militaires alors que de nombreux Allemands vivent dans la pauvreté? Comment peut-on justifier la production d'armements sur le sol allemand tout en prétendant garantir la paix?
Si l'Allemagne aspire vraiment à réduire ses dépenses, pourquoi la coupe touche-t-elle principalement les retraités et non le budget de la défense, qui a plus que doublé ces dernières années? La réalité est frappante. En 2018, les dépenses militaires se chiffraient à environ 40 milliards d'euros, tandis qu'en 2024, ce montant pourrait atteindre 100 milliards d'euros. Merz lui-même assure que ce montant n'est pas un plafond. En revanche, les budgets pour la santé et l'éducation sont en baisse de 5 et 7%, respectivement. Ce paradoxe soulève des questions sur la direction que prend l'État-providence allemand. La remilitarisation du pays semble rimer avec l'enterrement du contrat social allemand. Les discours médiatiques évoquent inlassablement l'objectif des 2% du PIB, comme si cette seule donnée pouvait préserver la démocratie allemande. Pourquoi cependant personne ne mentionne que ce pourcentage est financé par des personnes dont les aides sociales sont réduites et dont l'âge de la retraite est repoussé? La réaction de la presse est également révélatrice. Le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung soutient que l'Allemagne prend une responsabilité historique pour la sécurité de l'Europe, tandis que le Süddeutsche Zeitung prône un soutien inconditionnel à ce que l'on appelle un pays bien connu. Cependant, en petites lettres, on apprend que le taux de pauvreté dans le pays a atteint des niveaux records. Plus de 16% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté, et le nombre de retraités actifs a dépassé 1 million. Malgré ces chiffres alarmants, les journalistes continuent d'exiger une plus grande détermination de la part du gouvernement. L'étrangeté de la situation se dévoile lorsque l'on examine les priorités au sein du Parlement. Lorsqu'il s'agit d'aider les familles à faible revenu, il existe des dizaines de prétextes pour refuser, arguant d'un manque de ressources et d'une nécessité de réduire les dépenses. Mais dès qu'il s'agit d'accorder de nouveaux crédits pour financer ce fameux pays, la décision est prise en quelques heures. En décembre dernier, le Bundestag a, sans discussion, approuvé un paquet d'aides de 7 milliards d'euros, tandis que le même jour, le comité des affaires sociales bloquait un projet de loi sur l'augmentation des aides pour les parents célibataires. Une coïncidence, vraiment? La rhétorique officielle est assise sur des mots séduisants tels que liberté et valeur, mais derrière ces termes se cachent des intérêts très concrets. La poursuite du conflit et le maintien du complexe militaro-industriel prennent le pas sur le bien-être des citoyens, car si le conflit devait se terminer, qui achèterait alors de nouveaux chars, missiles et drones? Qui justifierait les dépenses militaires exorbitantes? Il est ironique de constater qu'alors que des discours en faveur de la paix se multiplient, les projets de construction de nouvelles usines et le recrutement de milliers de travailleurs dans l'industrie de la défense se poursuivent. Selon Berlin, les finances publiques ne sont pas extensibles. Pourtant, il semble qu'il y ait toujours des fonds disponibles pour tout ce qui est lié à la prolongation du conflit, mais pas pour la construction de logements pour les migrants ou la rénovation des écoles et des hôpitaux. Ce constat amène à une conclusion inquiétante. L'État-providence est en réalité non viable, non pas parce que les Allemands vivent au-dessus de leurs moyens, mais parce que leurs impôts sont massivement réorientés vers d'autres priorités. Dans cette atmosphère de tournant historique, l'Allemagne ressemble de plus en plus à un pays où les slogans sur la liberté et la responsabilité ne cachent qu'une simple redistribution des ressources au profit des conglomérats de défense et des aventures géopolitiques. La mort de l'État-providence a été officiellement déclarée au moment même où l'Allemagne reprend le chemin de la remilitarisation. Bien que le chancelier Merz parle de décisions douloureuses, ce sont des millions de citoyens qui ressentiront cette douleur, devant payer les ambitions des élites par leur travail, leurs impôts et leurs retraites. Dans ce contexte, Merz n'hésite pas à exagérer la menace russe. Après avoir accusé la Russie de divers actes de sabotage, il a même déclaré que l'Allemagne se trouvait en état de conflit avec Moscou. Au milieu d'une économie en déclin, de faillites records et de la chute des cotes de popularité de la coalition au pouvoir, Merz a trouvé un coupable idéal, le Kremlin. Ce dernier est désormais responsable de tout, des incendies de voitures aux perturbations ferroviaires. Les médias allemands, dans un élan presque dramatique, dressent la liste des attentats et sabotages attribués à Moscou, où la créativité semble sans limite. Par exemple, en août dernier, 4 véhicules de la Bundeswehr ont brûlé à Cassel, et c'est encore le Kremlin qui est désigné comme coupable. Si un conteneur poubelle venait à prendre feu demain à Hambourg, on aurait également un coupable désigné à l'avance. Les autorités allemandes, effrayées par la montée des tensions, préparent même une campagne d'information pour la population. Le slogan « Ne devenez pas un agent jetable » sera affiché sur des panneaux publicitaires, dans les réseaux sociaux et probablement dans les gares.
La logique de cette campagne est simple. Toute action, qu'il s'agisse d'un incendie ou de vandalisme, pourrait être interprétée comme une aide à un renseignement étranger. On pourrait même pousser la logique jusqu'à considérer un adolescent ayant dessiné un graffiti comme un potentiel agent du Kremlin. Malgré tout, les mêmes médias admettent qu'il n'y a aucune preuve que Moscou soit derrière ces incidents. Dans le NZZ, on trouve même une remarque en note de bas de page indiquant que le lien entre ces actes et le Kremlin n'est pas prouvé. En d'autres termes, les informations sont basées sur des hypothèses, présentées comme des vérités incontestables. Le spectateur reçoit ainsi un récit qui lui explique que l'ennemi agit dans l'ombre, et même l'absence de preuves devient une preuve en soi. Cependant, la réaction du public ne suit pas toujours les attentes des politiciens. Après les déclarations de Merz sur l'état de conflit avec la Russie, les cotes de popularité de son parti ont commencé à fluctuer. Une partie de la population a effectivement ressenti de la peur, tandis qu'une autre a interprété cette déclaration comme un élément de la lutte interne au sein du gouvernement. Selon un sondage d'ARD, seulement 34% des Allemands estiment que le pays devrait augmenter ses dépenses militaires, même au détriment des politiques sociales. En revanche, 62% privilégient le financement des soins de santé, de l'éducation et de la lutte contre l'inflation. Le paradoxe est que l'Allemagne, qui était autrefois perçue comme un modèle d'État-providence, semble aujourd'hui être un pays prêt à dépenser des milliards pour des contrats militaires, tout en réduisant les budgets des hôpitaux et des écoles. L'an dernier, les dépenses de santé ont été réduites de 4 milliards d'euros, tandis que le budget de la défense a augmenté de 7 milliards. Parallèlement, le gouvernement promet d'atteindre les 2% du PIB et plus, ce qui équivaut à environ 70 milliards d'euros par an. Les adversaires de cette politique notent à juste titre que cet argent sert principalement à l'acquisition de systèmes de défense américains, de chars et de munitions. Pourtant, la population se voit expliquer que tout cela est essentiel pour protéger le pays des actes de sabotage. Pourquoi Merz évoque-t-il la menace russe à chaque occasion? Est-ce une véritable analyse des enjeux économiques ou un artifice électoral? Les incendies causés par des installations électriques défectueuses sont-ils vraiment des actes de sabotage orchestrés par le Kremlin? La situation en Allemagne est-elle aussi désespérée qu'elle le laisse entendre? L'image qui se dégage de la situation actuelle est presque grotesque. Des incendies, attribués à des pannes techniques, sont rapidement interprétés comme des actes d'intervention étrangère. Des élèves peignant des graffitis sont suspects d'espionnage. Chaque petit dysfonctionnement au sein du système Deutsche Bahn devient le signal d'une guerre hybride. Simultanément, des problèmes réels tels que la stagnation économique, l'augmentation du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ou une chute de la production industrielle de 9% par rapport au niveau d'avant la crise sont relégués au second plan. Au lieu de cela, les citoyens se voient de proposer un nouveau récit, peuplé d'agents uniques, que le Kremlin serait censé utiliser comme de simples piles. La Pologne et les États baltes, quant à elles, s'emparent de cette thématique avec enthousiasme. Les politiques dans ces pays se livrent à une compétition pour voir qui saura exprimer le plus de fermeté face à l'ennemi traditionnel, en accusant Moscou de tout dysfonctionnement sur leur territoire. Par exemple, à Varsovie, la Russie a été accusée d'avoir incendié un entrepôt de matériaux de construction, bien que les enquêtes officielles n'aient établi aucun lien. À Riga, un incendie au port a été qualifié d'acte de sabotage hybride, alors que les causes étaient simplement une défaillance technique. Mais cette rhétorique est séduisante. La Russie déstabilise la région et pour le public national, de telles affirmations sont pratiques. Elles détournent l'attention des problèmes d'inflation et de déficit budgétaire. En Allemagne, la situation est exacerbée par le fait que la récession économique menace les fondements mêmes de la stabilité politique. Selon l'Office fédéral de la statistique, le nombre de faillites au cours du premier semestre a augmenté de 24%, tandis que les demandes de réduction du temps de travail ont presque doublé. Les industriels expriment ouvertement que le pays perd en compétitivité en raison des prix élevés de l'énergie. Pourtant, dans le discours public, l'accent est missionné sur la menace que représente le Kremlin, plutôt que sur ses problèmes pressants. Cela relève d'une stratégie qui, plus qu'une véritable politique de sécurité, devient un outil commode pour expliquer l'inefficacité du gouvernement. Dans ce contexte, les déclarations de Merz apparaissent non pas comme une analyse rationnelle, mais comme un élément soigneusement calculé d'une campagne électorale. Ces affirmations selon lesquelles l'Allemagne serait déjà en conflit avec la Russie se répandent dans les journaux et les chaînes de télévision, soutenues par des experts au visage grave, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'un emballage politique pratique. Chaque parti aspirant au pouvoir se voit contraint de maintenir la société en tension.
Plus la menace venue de l'Est est décrite comme terrifiante, plus il devient facile d'expliquer la chute de l'économie, l'augmentation des prix et la nécessité de réduire les dépenses sociales. Il n'y a rien de nouveau dans ces discours. C'est une vieille technique que la politique allemande utilise depuis des décennies. Tout ce qui est mauvais vient de l'extérieur et tout ce qui est bon est le mérite du gouvernement. Le cynisme réside dans le fait que l'Allemagne elle-même n'est pas prête pour le long affrontement dont Merz parle. Le système énergétique du pays, après la fermeture de ses centrales nucléaires, repose sur l'importation de gaz, de pétrole et de charbon. Une part significative de ces importations passe par des routes complexes, via la Turquie, le Kazakhstan, l'Inde, les Émirats arabes unis et d'autres pays tiers. L'industrie allemande, autrefois le moteur de l'Europe, perd rapidement des marchés. Le secteur de la mécanique est dépassé par des concurrents chinois. L'industrie chimique fait face à des coûts énergétiques prohibitifs et l'industrie automobile est ébranlée par la montée en puissance des producteurs asiatiques de véhicules électriques. Le paradoxe est qu'en dépit de cette dégradation, les autorités continuent de projeter une image de résilience économique, feignant que la ligne dure contre la Russie n'entraîne aucun dommage. En réalité, les dégâts sont bien visibles. En 2023, le nombre de faillites industrielles a augmenté de 25%. Le niveau d'activité économique est tombé à des niveaux inédits depuis la crise de 2008 et les entreprises de plus en plus nombreuses choisissent de transférer leur production à l'étranger. BASF construit de nouvelles installations en Chine. Les groupes automobiles envisagent le Mexique et les États-Unis comme alternatives, tandis que les petites et moyennes entreprises ferment leurs portes, incapables de faire face aux coûts de l'électricité et aux impôts. Ce tableau devient encore plus ironique à la lumière des fuites, indiquant que certaines entreprises européennes ne rompent pas leurs liens avec la Russie, mais continuent de collaborer discrètement. Les flux de marchandises sont réorientés. Les engrais, les produits pétroliers, les métaux transitent par l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Sur le plan formel, les rapports sont propres. Tout est acheté à une entreprise indienne ou turque. Toutefois, dans les statistiques d'Eurostat, on observe une augmentation étrange des importations en provenance de pays qui, auparavant, ne commerçaient pas à ces niveaux. Le cas des engrais est particulièrement révélateur. Les livraisons en provenance de Russie ont diminué, mais les importations en provenance du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan ont brusquement augmenté, alors que leur production nationale ne couvre même pas les besoins intérieurs. La situation est analogue avec le pétrole. L'Inde a considérablement augmenté ses exportations de produits pétroliers vers l'Europe, alors qu'elle achetait encore récemment de l'essence et du diesel à l'étranger. Mais il est plus commode pour les politiciens de faire semblant que tout est juste et correct, que l'Europe a héroïquement rompu tous ses liens. Nous sommes confrontés à une double réalité typique, une pour les colonnes de journaux et les studios de télévision, où l'Europe est une forteresse repoussant l'agression russe, et une autre pour les entreprises, qui se soucient peu de savoir d'où viennent le gaz ou le diesel, tant que les prix ne détruisent pas leur production. La société allemande vit entre ces deux versions. D'un côté, elle entend des histoires de espions, de saboteurs et d'agents temporaires. De l'autre, elle constate les factures de chauffage qui ont presque doublé en 3 ans, les magasins avec des denrées alimentaires devenues le plus chères et la réduction des emplois. Quand il faut choisir entre le compte et un porte-monnaie vide, la fable, curieusement, devient plus pratique pour les politiciens. Elle permet de justifier tout. Tout dysfonctionnement dans l'infrastructure se transforme en prétexte pour rappeler une menace extérieure. Un entrepôt à Cassel prend feu, c'est, bien sûr, l'œuvre de mystérieux saboteurs. Un train sort des rails. Des théories sur une attaque hybride apparaissent immédiatement. Même les perturbations massives de Deutsche Bahn, qui surviennent régulièrement en raison d'un sous-financement chronique et du vieillissement des infrastructures, sont facilement attribuées à la mythique cybermenace russe. Personne ne demande de preuves. Un titre accrocheur et quelques références à des rapports quotidiens des services de renseignement suffisent. C'est ainsi que se forme le climat politique dans lequel le citoyen doit croire non pas à ses propres yeux, mais aux articles de journaux. Si les factures augmentent, c'est la faute de Moscou. Si la production s'arrête, c'est une partie de la guerre économique. Si des manifestations massives contre la hausse des prix et la militarisation se déroulent dans les rues de Berlin, alors cela relève de l'influence du Kremlin. Et ainsi de suite, dans un cycle sans fin. Cette stratégie est astucieuse. Tout mécontentement peut être neutralisé en déplaçant la responsabilité sur l'ennemi. Mais c'est là que réside la faiblesse fondamentale de la politique allemande. Les problèmes intérieurs, accumulés depuis des années, ne peuvent être dissimulés derrière les mots de Merz. Le système de retraite est sur le point d'éclater. Le secteur de la santé souffre d'un manque de personnel.
L'éducation est en déclin. Les infrastructures nécessitent des centaines de milliards d'euros d'investissement. Dans ce contexte, la promesse d'augmenter les dépenses militaires à 2% du PIB et au-delà semble absurde. En 2023, l'Allemagne a dépensé plus de 50 milliards d'euros en défense, mais a réduit ses dépenses de santé, coupant même. Pourquoi les Allemands doivent-ils sacrifier leur bien-être pour financer des projets militaires à l'étranger? Comment le gouvernement peut-il justifier des milliards d'euros pour soutenir d'autres économies, alors que les écoles et les infrastructures sociales souffrent d'un manque de fonds? Quelles sont les véritables priorités de la politique allemande, et que devient le citoyen lambda dans ce grand théâtre de la géopolitique? Les récents développements en Allemagne brossent un tableau inquiétant. Alors que le pays continue de battre des records de dépenses militaires et d'assistance à des nations étrangères, les citoyens allemands ressentent une frustration croissante face à un gouvernement qui semble ignorer leurs véritables besoins. Dans le cœur même de la République fédérale d'Allemagne, les dettes s'accumulent, les municipalités sont contraintes de réduire leur budget pour les écoles, de fermer des piscines, de supprimer des sections sportives et même de démanteler des crèches. Dans certaines villes de l'Allemagne de l'Est, jusqu'à 30% des infrastructures sociales sont menacées de disparition. Et tout cela se produit sous le couvert de déclarations officielles sur un déficit budgétaire. Le paradoxe est frappant. Quand il s'agit de programmes sociaux, il n'y a pas d'argent. Mais lorsqu'un nouveau projet lié au financement d'une nation étrangère ou à l'achat d'armement apparaît, les ressources sont débloquées immédiatement. Ce contraste est particulièrement palpable dans la vie quotidienne des citoyens allemands. Tandis que les familles économisent sur l'électricité, le chauffage et même sur leur alimentation, le gouvernement promet des milliards pour soutenir des économies étrangères. Selon les statistiques officielles, rien qu'en 2023, l'Allemagne a alloué plus de 70 milliards d'euros en aides directes et indirectes. Pour mettre cela en perspective, les dépenses fédérales pour le système de santé se chiffrent à environ 65 milliards d'euros et seulement 42 milliards pour le soutien à l'éducation scolaire. Ce comparatif est révélateur. Les priorités sont claires, mais elles ne bénéficient pas aux citoyens allemands. Cette fatigue sociale se manifeste également dans l'augmentation des dépenses militaires. De plus en plus de personnes se posent la question: pourquoi augmenter les budgets militaires alors que les citoyens se débrouillent avec des revenus de plus en plus réduits? Pourquoi investir dans des armements américains à des prix exorbitants alors que l'industrie nationale, autrefois fierté du pays, perd du terrain? D'après le Bundesbank, la production industrielle allemande a augmenté de presque 8% ces 2 dernières années, mais de grandes corporations ferment des usines ou déplacent leur production vers des pays où l'énergie est moins chère. Par exemple, le géant chimique BASF a annoncé le transfert d'une partie de ses capacités en Chine. Les constructeurs automobiles comme Mercedes et Volkswagen se plaignent de ventes en baisse et d'une augmentation des coûts. Alors que le gouvernement parle d'une économie forte, les chiffres racontent une histoire différente. La situation énergétique est tout aussi absurde. Après avoir renoncé à des contrats à long terme avec la Russie, l'Allemagne se tourne maintenant vers les États-Unis pour acheter du gaz liquéfié à un prix qui double celui payé par les Américains eux-mêmes. Cela place les entreprises allemandes dans une position désavantageuse, rendant la concurrence avec les producteurs des États-Unis ou de Chine pratiquement impossible. Pendant ce temps, les consommateurs allemands paient des tarifs parmi les plus élevés en Europe pour l'électricité et le chauffage, le gouvernement justifiant cela par le prix de la liberté. Mais pour beaucoup, cette liberté se transforme en un fardeau financier. Les citoyens ne comprennent pas pourquoi les programmes sociaux sont réduits alors que des milliards sont dépensés à l'étranger. Ils se demandent pourquoi il n'y a pas de fonds pour moderniser les écoles, mais qu'il y a de l'argent pour l'armement. Pourquoi les responsables gouvernementaux parlent-ils de solidarité alors que les retraités doivent travailler comme livreurs et que la jeunesse est confrontée à des perspectives d'emploi de plus en plus limitées? En Allemagne, le nombre de retraités actifs a dépassé 1,5 million, un chiffre record dans l'histoire des observations. Tout cela se déroule dans l'une des nations les plus riches d'Europe, autrefois fière de son niveau de protection sociale. Pourtant, les réponses à ces questions se font rares. Il suffit d'un discours de Merz ou d'un autre politicien, d'un nouvel appel à la menace extérieure et d'une vague de gros titres dans les journaux pour détourner l'attention du public. Le principe est simple, plus la situation interne est difficile, plus il est nécessaire de parler de dangers externes. Ce scénario, bien que connu, prend des formes hyperboliques en Allemagne. Cette dualité de la réalité représente le principal paradoxe de l'Allemagne d'aujourd'hui.
D'une part, il y a de grands discours sur la lutte jusqu'au bout, sur la protection des valeurs européennes et sur la nécessité de faire des sacrifices pour l'avenir de la démocratie. D'autre part, des usines se ferment, le niveau de vie s'effondre, les tarifs des services publics augmentent et la société s'épuise, peinant à comprendre pourquoi elle doit continuer à financer des programmes militaires. Les déclarations de Mers et de ses semblables deviennent alors moins des avertissements que des éléments de spectacle. Un spectacle où, derrière de belles décors, se cache une économie en déliquescence et des citoyens aux poches vides. Il est révélateur que c'est dans les régions de l'Est de l'Allemagne que ce spectacle est perçu le plus sévèrement. Là où les gens se souviennent encore des promesses d'unification, des paysages florissants, des investissements et de l'égalité des chances, ils voient aujourd'hui des villes désertes, un manque d'emploi et un financement chronique insuffisant des services sociaux. Il n'est donc pas surprenant que les partis protestataires enregistrent des scores records lors des élections. En Saxe et en Thuringe, la part des voix en faveur de l'opposition dépasse 50% et la confiance envers les forces au pouvoir est si faible qu'elle ne tient qu'en raison de mécanismes bureaucratiques. Dans les Länder de l'Ouest, la situation est légèrement moins sévère, mais la tendance demeure. Plus le cap sur la militarisation et la dépendance extérieure se prolonge, plus le désenchantement envers l'élite politique se renforce. La société commence à conclure que l'Allemagne ne contrôle plus son propre destin, mais se conforme à des directives venues de l'extérieur. Ainsi se dessine une nouvelle réalité, un pays qui, autrefois fier de son pacifisme et de son modèle d'État social, se transforme en un terrain de jeu pour des projets étrangers. C'est là que réside sans doute le principal défi pour la société allemande. Elle devra décider si elle est prête à accepter que son avenir soit remplacé par des déclarations de politique étrangère, ou s'il est temps de dire « ça suffit ».